Merci. Merci de m'avoir invité et puis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette journée chargée. Donc j'apprécie d'autant plus la présence de ces derniers guerriers et j'espère que je pourrai, dans les quelques minutes durant lesquelles je vais m'exprimer, essayer de leur transmettre ce qui a été et ce qui est, d'une certaine façon, toujours mon expérience dans le domaine de l'interculturalité. En fait, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je suis née tout de suite dans un monde interculturel en 1958, puisque je suis née en pleine colonisation, donc en pleine interculturelle. Et en 1958, l'interculturel s'exprimait, on va dire, sous la forme d'une guerre qui déjà existait depuis 4 ans, si je ne m'abuse. Depuis novembre 54, je suis née en mars 1958 et lorsque cette guerre est arrivée à son terme, j'ai continué à vivre dans une société multiculturelle en France, là où j'étais née, à Paris 14e. Et j'ai vécu toute mon enfance, la seule fille d'immigrés à l'école communale, quand même dans des réalités multiculturelles, puisque ma présence était là pour en témoigner, même si j'étais la seule représentante de ce mélange des cultures. Alors, j'ai grandi en France. J'ai grandi, je suis arrivée à l'université où j'ai fait des études que personnellement je trouvais exécrables, mais qu'on m'avait, on va dire, imposées par les chemins de l'orientation obligatoire. J'ai fait des études d'économie et c'est la première rectification que j'apporterai à la présentation qui a été faite de moi par écrit, c'est que je n'ai pas une licence mais une maîtrise. J'insiste pas pour flatter mon ego, mais pour souligner plutôt le fait que j'ai dû souffrir 1 an de plus à l'université pour apprendre une matière que je détestais. Et que je vais devoir, figurez-vous, près de 35 ans plus tard, enseigner au Caire d'ici 2 ou 3 mois dans un établissement international. Donc tout va bien, tout va mal. Dans l'interculturalité, les choses ont une origine et continuent de s'enrouler et de se dérouler toujours autour d'une logique. Je disais donc la guerre, l'après-guerre, l'école que j'ai aimée et l'école que j'ai combattue. L'école que j'ai aimée parce qu'elle m'a appris à lire et à écrire. L'école que j'ai combattue parce que j'en ai sorti mes enfants, on va dire combien d'années après ? 30 ans plus tard, quand elles n'étaient plus capables d'apprendre à lire et à écrire, comme on m'avait à moi appris à lire et à écrire, à un point où j'ai pu effectivement écrire un livre qui a été primé lors de sa sortie comme prix du premier roman. Et pour revenir encore à cette école que j'ai combattue et que je continue de critiquer, c'est encore dans l'espace interculturel que les choses se sont situées, puisque en fait l'interculturel, comme le disait le Front National à l'époque des mobylettes, quand nous avons lancé le slogan « La France c'est comme une mobylette pour avancer du faux du mélange », ils nous avaient répondu « C'est vrai », déjà ça commençait bien, mais au-delà d'un certain pourcentage, le moteur s'encrasse. C'était pas con. Donc le moteur s'est encrassé à l'école aussi, et l'école n'a plus été à même d'apprendre à lire et à écrire à ceux de ma génération qui arrivaient en 3e génération, puisque moi-même j'étais une 2e génération, c'est-à-dire née de parents immigrés, algériens, kabyles, anciens paysans, prolétarisés en vertu des nécessités de la reconstruction après 47. Mon père, la société interculturelle, ça l'intéressait pas du tout. Il a quitté l'Algérie, je vais pas dire contraint et forcé parce qu'il y en a marre de raconter toujours les mêmes choses, mais il a quitté l'Algérie en 47 pour la reconstruction et en 51, il s'est précipité de faire le chemin inverse et de rentrer chez lui parce que ça l'intéressait pas d'être ouvrier. Ça l'intéressait pas peut-être de vivre sous la pluie. Ça l'intéressait pas de se trouver sur une terre qui n'était pas la sienne. Et il avait probablement ses raisons, et probablement, je le pense aujourd'hui à mon âge, de bonnes raisons. Ça ne l'intéressait pas d'être déraciné. Donc il est rentré chez lui. Ça n'a pas duré longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans. En 51, il a dû revenir en France où définitivement il est resté, où il a ensuite fait ramener ma mère. De ce couple est né 5 enfants dont je suis l'aîné et où, je le répète, j'ai grandi dans ce pays, la France.
jusqu'à 52 ans. Aujourd'hui, j'en ai 54. Et à 52 ans, les problèmes posés par l'interculturalité en France m'ont fait prendre le chemin de l'Égypte, puisque j'ai quitté la France il y a 2 ans, à l'issue d'une histoire que je vais probablement vous raconter, et qui m'a conduite à m'installer en Égypte, je dirais pas au hasard, mais presque, si tant est que le hasard existe. Donc l'école a été pour moi un moyen d'ascension dans un monde moderne où écrire c'était important, où écrire c'était exister. C'est comme ça que j'ai pu défendre mes parents dans le monde moderne quand j'étais enfant, dès l'âge de 10-12 ans, parce que eux étaient analphabètes. Et ils étaient dans une société de l'écrit très puissante. Et sans la maîtrise de cet écrit, eh bien, ils étaient déjà dominés par l'histoire. Ils auraient été en plus totalement ratatinés par l'administration si je n'avais pas été en mesure de leur servir d'interprète et puis d'écrivain, on va pas dire public, mais familial. Et d'ailleurs, à partir de ma situation d'écrivain familial, je suis devenue, par exemple, dans les avions qui m'amenaient d'Algérie en France ou de France en Algérie, ben, j'étais l'écrivain public puisque c'était moi qui remplissais les petits cartons de débarquement, c'est comme ça qu'on les appelle, et qui faisait que tous ces gens qui, comme mes parents, savaient ni lire ni écrire, eh bien, avaient besoin d'une main reliée à un cerveau, non pas qu'ils n'avaient pas de cerveau, mais un cerveau français. Il fallait un cerveau français pour écrire sur ces petits cartons. Et donc toute ma vie, enfin très tôt déjà, j'étais écrivain. J'étais pas un écrivain comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire tel que je l'ai d'ailleurs entendu ici pendant toute la journée. J'étais pas une artiste. D'ailleurs, je considère toujours pas que je suis une artiste. J'étais un écrivain familial, j'étais un écrivain public, et puis j'ai été un écrivain militante. En fait, plutôt, j'ai été militante avant d'être écrivain, alors que j'étais écrivain avant d'avoir été militante. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et sortie de l'école, de l'université, donc, où j'avais été là aussi la seule fille d'immigrés pendant toutes mes années d'études, qu'avais-je rencontré à l'université? Ben, j'avais rencontré des petits bourgeois français qui savaient lire et écrire depuis très longtemps, depuis de nombreuses générations, et qui avaient dans leur tête des théories extrêmement déjà bien charpentées, bien structurées, bien nourries, bien argumentées, en comparaison quand je suis arrivée à l'université, alors même que j'avais été une excellente élève, j'étais une analphabète comme mes parents. Et puis figurez-vous que dans mon fort intérieur, eh bien, comme Annie Perrault, je ne sais pas si vous la connaissez, mais j'en étais fière. J'étais pas fière d'être une analphabète, vraiment. J'étais fière d'être différente. J'étais très fière d'être différente. Et ça m'a toujours posé un problème, cette fierté, parce que j'ai toujours voulu être différente. Peut-être parce que quand on naît d'une certaine façon, et on est chacun marqué dès l'origine par une naissance particulière, tous autant que nous sommes, eh bien on reste comme on est, finalement. Peu ou prou, on ne change pas. Ou alors il faut être un fiefé salopard, me semble-t-il. Et moi, sortie de l'université, j'avais le choix entre poursuivre sur un 3e cycle. Alors vous imaginez, sciences économie, 3e cycle. Et puis on me disait que si je le faisais, peut-être que je serais pas riche, mais je gagnerais plus d'argent que mon père et ma mère. Et puis je porterais mon nom peut-être plus fièrement, puisque mon père, lui, après des années de travail d'ouvrier non reconnu, voire même dévalorisé, j'aurais peut-être le statut merveilleux d'être professeur d'université ou quelque chose comme ça. Eh bien, figurez-vous que j'avais toujours le même problème à l'égard des sciences économiques, j'en voulais pas. Et à ce moment-là, je fais une rencontre, parce que dans la vie, on se connaît aussi grâce aux rencontres, et j'en ai fait une ici aujourd'hui qui m'a appris quelque chose dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure. Et en fait, on se connaît grâce à la rencontre, parce que tout seul, on est en prison et on tourne en rond. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé, parce qu'il était directeur d'une association qui s'appelait, enfin d'une institution qui s'appelait Interservices Migrants, qui me trouvait assez intéressante, et qui me dit « Tiens, et si tu faisais un film ?» Alors que moi, je venais de lui dire que je voulais écrire un bouquin. Donc, mon ego l'a emporté. Je me suis dit, un film, ça fait quand même mieux qu'un livre. Alors, me voilà partie pour être cinéaste et puis réalisatrice. Et on me donne les conditions du jeu. Alors voilà, Farida, tu viens, on te plante devant une caméra, comme on m'a planté là maintenant devant le micro, et puis tu racontes ta vie.
Et puis il y a un gars derrière, là, il va te filmer, puis toi, tu racontes ta vie. Alors là, j'ai dit, attention, attention, pas question. Moi, je veux être cinéaste, c'est-à-dire je veux faire des images, je veux raconter une histoire. Je veux créer de l'émotion, je veux faire participer les gens à une identification pour qu'ils m'aiment, quoi, pour qu'ils nous aiment. Alors on m'a dit, non mais ça va pas du tout. On t'a mis là, on t'a proposé cela pour témoigner. Et effectivement, les documents de l'époque qu'on appelait témoignages de la seconde génération, c'était ça. C'était des travailleurs sociaux ou des gens très gentils qui subitement se disaient, tiens, la petite là ou le petit là, il pourrait nous raconter des choses qui pourraient remuer notre sensibilité. Puis on sait jamais, ça pourrait toujours servir. Mais moi, j'avais pas envie de servir. J'avais pas envie de servir. Et donc, je vous passe les détails. J'ai fini par faire le premier film de fiction de la deuxième génération, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est une étiquette complètement ridicule. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai écrit une histoire avec des personnages, que ces personnages étaient reliés entre eux par des relations, dans le cadre d'une intrigue avec un début et un dénouement. Et ça, c'était la première fois. Ça s'est passé en vidéo. Et comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un ici présent encore dans la salle, j'ai fait ce film aussi parce que je voulais renouer avec mes frères et ma sœur. L'immigration et l'interculturalité, ça nous avait conduit à vivre dans une famille dysfonctionnelle, comme pas mal d'entre nous. Et comment réparer une famille dysfonctionnelle? Je me suis dit que la création peut-être la création ensemble, commune, pourrait peut-être réparer ce qui avait été pété par l'interculturalité. Et pas seulement par l'interculturalité, mais par le temps qui était passé et qui nous avait conduit à être une famille dysfonctionnelle. Alors dysfonctionnelle, on n'était pas drogués, on n'était pas délinquants, on était plutôt même de bons élèves. Mon père était un homme très droit qui défendait selon son point de vue et aussi le mien maintenant que je revois les choses en arrière selon une légitimité qui était la sienne, mais dysfonctionnelle dans le sens où nous étions divisés les uns et les autres. Parce qu'une famille, normalement, c'est uni. Et alors qu'on n'avait pas de défaut particulier, on était divisés. Et cette division, moi, me faisait énormément souffrir. Donc, je propose à mes frères et à ma sœur de mettre en scène cette division. Et ça a donné mon premier film, dans lequel, d'ailleurs, mes frères, qui constituaient à l'époque un quartet de jazz, ont fait la musique. Et puis, malheureusement, faire un film, c'est pas faire un miracle. Il n'y a pas eu de miracle, on est restés divisés. Malgré le fait que on avait été ensemble, mais en fait, non, on n'avait pas été ensemble, j'avais été toute seule, même en leur présence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la démarche soit prise en charge par tous pour qu'effectivement, la division se transforme en unité. Alors je me suis dit, avec les frères et la sœur, ça marche pas, essayons avec le père. Et j'ai fait mon second film, qui était une petite révolution à l'époque, parce que à l'époque, on parlait beaucoup de retour de l'immigré chez lui. Il fallait que l'immigré, on pouvait lui faire des propositions financières ou pas d'ailleurs, il fallait qu'il rentre, parce qu'on estimait que c'était son destin naturel. Et d'ailleurs, on ne l'estimait pas seulement depuis l'extérieur de la communauté immigrée, mais à l'intérieur aussi. Mon père était le premier à penser, en effet, que sa vie en France n'était qu'une parenthèse, qui finissait par durer beaucoup, mais qui finirait par rentrer. Il est effectivement rentré, mais dans son cercueil pour rejoindre définitivement sa terre natale. Et vivant, donc, il n'est pas rentré. Jamais. Ou pas plus que pour des courts séjours pendant ses vacances de salarié. Et donc, je décide de combattre l'idée du retour de l'immigré, parce qu'elle me paraissait vraiment inadaptée à la réalité dans laquelle nous nous trouvions, et j'écris le film qui s'appelle Le départ du père, pour expliquer justement qu'après tant de temps, on ne retourne pas chez nous, mais on quitte la France, on quitte le pays d'accueil qui était devenu le nôtre. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce film qui m'avait fait aller de nouveau dans le village de mon père après des années d'absence, je me suis rendu compte que la terre qui était la sienne, je veux dire légalement la sienne, on a des papiers qui écrivent, qui reconnaissent que nous sommes les propriétaires de cette terre-là, sur laquelle il y avait une maison qui était la nôtre. Et je me suis rendu compte que le temps étant passé si vite et finalement si longtemps, c'était plus notre terre,
et que ce n'était pas notre maison non plus, et que nous n'avions pas le droit de la réclamer. C'est-à-dire que sur cette terre, que nous avions quittée il y a très longtemps, déjà par mon père, sur cette terre et dans cette maison qui s'était agrandie, des cousins avaient contracté des mariages, avaient eu des enfants, avaient créé un village, et que tout ça ne nous regardait plus. Ce n'était plus notre histoire, et il aurait été particulièrement injuste de venir leur dire qu'ils étaient chez nous. Donc, personnellement, je ne l'ai pas dit, mon père non plus d'ailleurs, et nous avons fait ce film chez eux, où ils ont bien voulu nous accueillir, et chez eux, j'ai donc réalisé avec mon père et deux amis français étudiants comme moi à l'époque, ce qui a été l'histoire d'un homme qui réalise son projet de retour dans le pays d'origine, mais qui n'est pas suivi par les siens, c'est-à-dire qui n'est pas suivi par ses enfants restés en France et par sa femme qui veut rester auprès de ses enfants puisqu'elle définit son pays comme étant, pour elle, le lieu dans lequel ses enfants sont nés et demeurent. Pour la mère de cette famille, son pays, c'était ça, c'est le pays de ses enfants. Donc si là-bas, il restait encore des choses, ça ne la concernait plus non plus puisqu'elle ne quitterait pas ses enfants. Et la sœur aînée que je jouais aux côtés de mon père, par contre, est diligentée pour le suivre dans l'espoir de le faire revenir en France. Et c'est toute l'histoire de ce cheminement, de cette fille aînée d'une grande fratrie avec cet homme qui, à la fin de sa vie d'immigré, décide de rentrer dans son village natal, que raconte le départ du père. Et dans la société interculturelle dans laquelle je me trouvais, c'est bien passé parce qu'il venait d'avoir en France un événement qui a été extraordinaire, que les médias ont encensé et l'ont porté au nu. Ça a été la marche des beurs, à laquelle je n'ai pas participé, mais que j'ai évidemment bien connue, puisque pendant toutes les années qui ont conduit à cette marche, je voyageais avec ces deux films sous le bras en France, et je faisais, comme je fais aujourd'hui, des petits débats et des conférences autour des thèmes développés par ces deux films. Et puis la marche des beurs est arrivée, et ça a été un authentique tsunami, et comme tous les tsunamis, à votre avis, qu'est-ce que ça produit? De la casse. Donc, après la marche des beurs, beaucoup de casse. Et j'ai fait partie du collectif jeune qui l'avait accueilli, qui n'y avait pas participé, mais qui s'est retrouvé après. De nombreux débats se sont déroulés à ce moment-là à l'intérieur du collectif jeune. Et le collectif jeune, comme ma famille, s'est divisé en deux positions que je regarde aujourd'hui comme des débats qui peut-être n'auraient pas dû avoir lieu, mais comme ils ont eu lieu, ils avaient donc leur légitimité, je pense. Alors, quels étaient ces débats? Dans la société interculturelle dans laquelle je me trouvais, eh bien, vous aviez ceux qui voulaient une interculturalité de type communautaire, s'appuyant là-dessus sur des exemples déjà vivant en France, et un autre point de vue dont je faisais partie qui estimait que nous devions vivre ensemble, qui était un slogan que j'avais créé lors d'un grand discours que j'ai fait à l'UNESCO, que nous devions vivre ensemble avec nos ressemblances, quelles qu'étaient nos différences. Et là, il y a eu un clash dans la grande famille du collectif jeune, et nous avons créé, dans le cadre d'une scission, une deuxième initiative qui s'appelait Convergence 84, où, ayant repris le slogan de la marche qui traînait pendant l'arrivée de Paris, la France c'est comme une mobilette, pour avancer il lui faut du mélange, et on est parti sur cette idée de 5 communautés qui, à mobilette dans 5 points extrêmes de France, allaient converger les unes vers les autres pour arriver à Paris au jour anniversaire de l'arrivée de la marche l'année précédente, et pour reposer les questions qui, évidemment, n'avaient pas été résolues une année après l'arrivée de la marche des beurs. Et on a voulu, faire que cette marche des beurs soit une marche de tous. Et c'est là où on a eu des problèmes. Parce que dans la société française, contrairement à ce qu'on peut bien nous dire, on était déjà, il y a 30 ans, dans une société de type communautaire. Et là, c'est comme dans ma famille, il y a les dysfonctionnements entre les communautés.
C'est-à-dire que vous avez des communautés qui ont bien évidemment plus de présence que d'autres, plus de pouvoir que d'autres, plus de prégnance dans le monde économique, etc., qui fait que l'inégalité était un aspect aussi de la vie interculturelle et qui nous a conduit à des conflits dont je vous passerai le détail. Donc on a fait Convergence 84 et on était parti sur surtout moi je dirais, on était parti sur un mot d'ordre extrêmement œcuménique et généreux, tous ensemble, avec nos ressemblances, quelles que soient nos différences. Et et j'ai hérité en tant que responsable de Convergence, l'une des 5 responsables de la marche de Convergence, j'ai hérité de l'ancien trajet Marseille-Paris, qui avait été celui de la marche les années précédentes. Et j'ai découvert le bluff de la marche des beurs. Parce que tout simplement, j'étais repartie sur les traces de nos prédécesseurs et les témoins qui avaient souffert de ce qui s'était passé l'an dernier et qui n'avaient pas eu la parole sur ce qui s'était passé, avaient pu, auprès de moi en tout cas, témoigner. Et c'est ainsi que je suis devenue dissidente de ma propre initiative. Donc là, ça fait assez mal parce que quand on se retourne soi-même contre soi-même, c'est difficile de le faire comprendre à ceux qui vous accompagnaient et qui, bien évidemment, se disent cette nana est complètement folle. Je ne crois pas que j'étais folle. Je crois que je m'étais engagée dans une direction, alors je vais employer un grand mot, mais j'en vois pas d'autre, qui était celui de la vérité. Et sur le trajet de Marseille-Paris, on m'a dit des choses. Et ces choses-là qu'on m'a dites, j'avais le choix de les cacher, donc de mentir, ou de les révéler, donc de dire la vérité. Alors vous savez, c'est pas simple. Parce que vous portez sur vos épaules à ce moment-là une responsabilité terrible, et terrible parce que nationale. Parce que tous les médias étaient sur nous, tous les médias nous célébraient comme l'anniversaire de la marche, et en fait, nous allions être les tueurs de la marche des beurs. Donc je vous passe ce qui s'est passé, mais toujours est-il que, enfin le détail de ce qui s'est passé, mais toujours est-il que je suis arrivée donc à Paris comme prévu, sur les mobylettes comme prévu, après avoir convergé avec les autres trajets comme prévu. Mais ce qui n'était pas prévu, c'était le discours que j'allais faire à la fin. Et ce discours, je l'ai intitulé « Lettre ouverte aux gens convaincus ». Et pourquoi l'ai-je intitulé comme ça ? Parce que dans toutes les étapes de notre périple Marseille-Paris, on se retrouvait à peu près dans une salle comme celle-là, avec quelques personnes aussi nombreux que vous êtes, ou si peu nombreux que vous êtes. Et puis, les gens excédés dans la salle disaient « De toute façon, on est toujours entre gens convaincus, on ne fait pas avancer le schmilblick. » Et puis, lorsque je les écoutais parler, à la place que j'occupe encore aujourd'hui, là, je me disais « Mais convaincus de quoi ? Nous sommes une poignée, certes, convaincus, mais convaincus de quoi ? » Et c'est la question que j'ai posée le jour de mon arrivée avec mes acolytes sur la place de la République, une année à l'anniversaire de la marche. Et là, cette lettre ouverte aux gens convaincus, beaucoup ont entendu lettre ouverte aux cons qui ont été vaincus. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette lettre ouverte, ce discours contenait en lui-même un scandale et malheur à celui par lequel le scandale arrive. Je disais tout simplement une chose que je n'avais pas découverte seule, mais que j'avais découverte grâce à une autre société interculturelle, les États-Unis. Et dans cette société interculturelle américaine, il y a des Noirs. Et les Noirs américains ont eu des écrivains aussi. Et le premier grand écrivain, à mon avis, de valeur dans cette société interculturelle américaine, ça a été Ralph Ellison qui a écrit « Homme invisible, pour qui chantes-tu » Et j'ai lu ce livre. D'abord, on m'en a parlé, puis je l'ai lu. Pendant Convergence. Ce qui est un sacré boulot. Parce que c'était un gros pavé. Et puis j'en parlais beaucoup avec celui qui m'avait fait connaître ce livre-là. Et là,
ce livre m'a donné les mots pour décrire dans le discours d'arrivée ce que j'avais vu, ce qu'on m'avait dit, et qui était en totale contradiction avec la société interculturelle que le peuple de France appelait de ses voeux. C'est-à-dire que, je vais vous choquer, hein, les antiracistes n'étaient pas nos amis. Finalement. Parce qu'ils ne pouvaient pas l'être. Pour différentes raisons que, bien évidemment, j'ai développées à ce moment-là. Donc, ça a fait scandale. Et malheur à celui pour qui le scandale arrive. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'ai préféré m'exclure de la sphère publique, mais ne pas renier ce que j'avais entendu dans le chemin qui avait été le mien entre Marseille et Paris. Et c'est à ce moment-là, une année plus tard, que j'ai été à Radio Beurre, mais que ça a été une expérience extrêmement éphémère, je ne le suis plus du tout maintenant, puisqu'on peut dire que quelques mois, à peine une année après avoir été le porte-parole de Convergence 84, j'ai totalement disparu de la circulation. Et j'ai disparu de la circulation parce que j'en ai fait le choix et parce que j'estimais que j'étais trop scandaleuse. Et aussi parce qu'on m'avait signifié que, effectivement, j'étais trop scandaleuse et je l'ai admis, je l'ai accepté. Pour autant, il est arrivé encore une autre rencontre. Et ça, c'était pas quelqu'un qui m'a proposé de faire un film, puisque on passait à une autre étape de ma vie, quelqu'un qui m'a proposé d'écrire une nouvelle. Alors j'ai écrit une nouvelle et j'ai fait très attention que cette nouvelle ne porte pas les stigmates visibles de mon expérience de Convergence, puisqu'elle était si scandaleuse. Donc j'ai essayé d'en faire part, mais de manière non pas cachée, mais disons différente de ce à quoi on s'attendait. Et cette nouvelle, qui est tombée dans les mains d'un éditeur, a été transformée en roman à la demande de cet éditeur, puisque l'ayant lu, il m'a fait la proposition d'écrire ce qui allait être le roman que j'ai écrit et qui allait être primé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce roman, je peux dire que je le dois certainement à mon expérience de la société interculturelle, mais je dois dire que je le dois surtout à Ralph Ellison, puisque c'est lui qui m'a inspiré à partir de la notion qu'il avait créée dans son œuvre et qu'il a expliquée dans son œuvre, qui est celle de l'invisibilité. Et c'était une notion qui me paraissait tout à fait applicable à la situation de l'immigration et en particulier de la deuxième génération en France. Pourquoi ? Et qu'est-ce que l'invisibilité, d'après Ralph Ellison, cet écrivain noir américain ? Eh bien, en un mot, l'invisibilité, c'est passe un blanc dans le paysage et je dis, tiens, passe un homme. Passe un noir dans le même paysage et je dis, tiens, passe un noir. Voilà ce que c'est que l'invisibilité. C'est-à-dire que votre réputation vous colle à la peau et vous n'êtes jamais pris pour ce que vous êtes. Et je me suis posé la question, comment écrire cette invisibilité sans faire de discours politique, sans tomber dans le témoignage racial, sociologique, essayer de mettre un peu de poésie là-dedans. Et après une certaine cogitation qui a duré ce qu'elle a duré, je me suis vue créer le personnage d'un enfant, parce que je me suis dit que probablement c'était quelqu'un qui existait au fond de moi et que vis-à-vis de l'extérieur, ça donnerait quand même l'image de l'innocence et pas de la scandaleuse. D'une part, et puis d'autre part, il fallait encore qu'il y ait quelque chose de plus que de faire vivre un enfant. Il fallait que cet enfant, compte tenu du problème de l'invisibilité, ne porte pas de nom. Et donc, Georgette, c'est pas le nom de la petite fille qui existe dans cet ouvrage que j'ai écrit, c'est le nom qu'elle ne veut pas porter. Mais le sien, on le connaît pas. Ce livre, je l'ai écrit, et j'en arrête là, en 1986, je crois. Depuis, je n'ai plus rien écrit. Depuis, je n'ai plus rien filmé. Et j'avais effectivement repris, après Convergence, ma décision de disparaître. Et j'ai disparu, en effet,
très longtemps, jusqu'en 2005. Une disparition qui a duré donc à peu près 25 ans. Ah, oui, 25 ans. Et puis, en 2005, vous le savez peut-être, les banlieues ont brûlé en France. Et moi, je regardais ça, pas à la télé chez moi, parce que j'ai pas la télé, mais je l'ai su. Et je me suis retrouvée devant un dilemme intérieur, encore une fois. Et je me suis dit, voilà, moi, je suis à l'âge d'être la mère de ces enfants-là. Et j'ai lâché l'affaire. À une époque où il n'aurait peut-être pas fallu lâcher l'affaire. Et je me suis dit, mais si j'ai lâché l'affaire, c'est que j'avais de bonnes raisons de le faire. Parce que rien n'était possible à ce moment-là. Et que je l'avais expérimenté, que rien n'était possible à ce moment-là. Et je me suis dit, peut-être que maintenant, c'est possible. Et me voilà repartie sur mon cheval blanc ailé, la scandaleuse, qui a vieilli tellement qu'elle ne l'est plus, heureusement. L'âge a du bon. Et je suis allée dans les institutions et j'ai rencontré les jeunes journalistes que j'avais connus à l'époque de Convergence, qui comme moi étaient devenus vieux. Et j'ai essayé d'être le porte-parole de ces jeunes qui cramaient les bagnoles en France. Alors évidemment, je n'avais pas encore choisi un combat très facile. Et bien évidemment, les institutions, les organisations n'ont pas eu l'oreille, disons, assez attentive pour que cela débouche sur une politique qui aurait permis effectivement d'en finir avec ces destructions et surtout avec cette sale réputation qui s'asseyait sur ces destructions. Alors je me suis dit, bon, je ne vais pas encore lâcher l'affaire tout de suite. Le combat est difficile, c'est normal. Je vais créer une association dont j'ai pris la tête et la présidence et je l'ai appelée RAID. Et cette association, oui, j'ai oublié de vous parler de cela. C'est-à-dire que j'ai disparu de la circulation, mais je vous disais tout à l'heure que j'avais combattu l'école, non pas parce que je suis contre l'école, mais parce que les résultats de l'école n'étaient plus ce qu'ils avaient été pour moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'avais appris très bien à lire et à écrire. Et dans l'école des années 90, à partir des années 90, l'école n'était plus ce qu'elle avait été et ne parvenait plus à obtenir les résultats qu'on avait obtenus pour moi. Alors, j'ai déscolarisé ma fille, qui était dans un état d'illettrisme avancé après 10 ans d'école. Et j'ai pas mis mes 2 garçons à l'école. Et j'ai fait l'école à la maison, qui m'a donné un immense travail, mais grâce auquel j'ai pu avoir une idée des problèmes qui se posaient dans l'apprentissage à notre époque, dans les écoles. Et je me suis dit que, puisque des jeunes adolescents de 16 ans, on arrivait à cramer des voitures, c'était certainement aussi par ignorance et par un manque d'instruction manifeste, puisque quand j'étais rentrée à l'Éducation nationale, après avoir passé le concours, je me suis retrouvée dans une situation alors de l'interculturalité encore, qui était assez significative, puisque là, l'enfant de l'immigration issu de la colonisation n'était plus solitaire comme je l'avais été. Il était majoritaire, en tout cas dans les établissements où j'ai enseigné, et où je constatais que moi, j'avais été une bonne élève, et eux n'étaient pas des élèves. Même pas mauvais élèves, n'étaient pas des élèves. Et donc, peur pour mes enfants, je les ai enlevés de ces écoles de quartier où on n'était pas élèves. Et donc, j'en ai fait des élèves à la maison. Et bref, quand en 2005, vous disais, j'ai été frappée par ce qui se passait dans la jeunesse des banlieues et que j'ai voulu revenir pour faire quelque chose et que je me suis heurtée à une certaine indifférence institutionnelle, voire à une indifférence certaine, j'ai pris la décision de créer un dispositif qui consistait, à partir de mon expérience de maîtresse d'école à la maison, de proposer à tous ceux qui avaient été dégagés du système scolaire à partir de l'âge de 16 ans, de les reprendre avec moi et de leur faire l'école à la maison pendant 1 an ou 2, histoire de leur faire rattraper ce qu'ils n'avaient pas pu apprendre dans le système jusqu'à leurs 16 années révolues. Et il me fallait de l'argent, parce que je ne pouvais pas
trouver des instructeurs qui iraient chez les uns et les autres tous les jours pendant un cycle si long d'une année ou de 2 années. Je ne pouvais pas envisager de trouver des instructeurs qui auraient été bénévoles pendant toute la durée du cycle d'apprentissage. Donc, il me fallait un budget qui aurait essentiellement servi à verser les salaires des instructeurs. Et j'ai eu des remontées des années 80 et comme des institutions, je n'obtenais rien, j'ai lancé une campagne nationale de... Comment on dit quand on cherche de l'argent? Une levée de fonds. Merci, monsieur Rascouët. Et cette levée de fonds s'est heurtée au Tempo, au Morès, à une autre époque. En 1980, 30 ans auparavant, j'avais ramassé des milliers de francs pour les mobylettes et le reste. Et puis, en 2005-2010, pas un rond. On était passé à une autre époque. Et moi, j'étais quelqu'un... c'est vrai, j'étais plus scandaleuse, encore que, mais j'étais has-been. Je ne sais pas si c'est mieux. En tout cas, j'ai tenté longtemps encore de trouver ces fonds pour aider ces jeunes et de faire une démonstration. C'est-à-dire de faire une démonstration à la France interculturelle, mais aussi à ces jeunes-là. C'est-à-dire que je voulais leur prouver qu'ils étaient capables. Et je voulais prouver au pays dans lequel ils vivaient qu'en effet, ils étaient capables. Pour moi, c'était une démonstration extrêmement importante. Et malheureusement, comme beaucoup de choses que j'ai tentées, je n'ai pas pu le prouver parce que tout simplement, je n'ai pas eu l'argent qui m'aurait permis de le mettre en œuvre, alors que je savais pertinemment, à partir de l'expérience que j'avais, notamment avec ma fille qui était un personnage dans ce genre-là, et puis quelques-unes de ses amies que j'avais aussi sous mon aile, que c'était tout à fait possible et qu'on obtenait d'une jeunesse de 16, 17, 18 ans rapidement des résultats scolaires dès lors qu'on les mettait dans un cadre qui leur convenait mieux, et ça pouvait être notamment celui-là, il pouvait y en avoir d'autres. Donc le RAID a été un échec. Pour autant, je laisse le blog en ligne parce que je trouve que c'est une trace dans l'histoire qui mérite d'être visitée. Et tous les ans, je repaye mon obol au site hébergeur pour que ça reste dans la société interculturelle comme encore une des choses qui a été tentée, même si elle n'a pas abouti. Et 1 an, 2 ans après cet échec, je me suis regardée à 52 ans en France et je me suis dit, mais ça c'est l'ego aussi qui parle, tant pis, je vais le dire, j'ai gâché ma vie. J'ai gâché ma vie. Et quand je me suis dit j'ai gâché ma vie, j'ai eu envie de partir et de quitter la France. D'une part. Et puis surtout, compte tenu que je vivais en banlieue dans des situations qui sont complexes à décrire, parce qu'elles ne sont pas que négatives, mais elles sont quand même beaucoup destructrices, et je pense qu'elles le sont de plus en plus et qu'elles vont l'être encore davantage, j'ai voulu sauver mes 3 enfants. Donc je suis partie dans un pays qui n'est pas l'Eldorado. Il n'y a pas de paradis sur terre aujourd'hui, loin s'en faut. Mais je suis partie dans un pays où j'avais entendu dire que les mères, puisque je suis une mère maintenant, avaient encore un statut qui leur permettait de protéger leurs enfants un petit peu, puisque en France, j'étais de moins en moins pesante dans l'éducation de mes enfants et que ça pouvait dangereusement tourner en vrille, notamment pour la fille aînée. Donc il y a 2 ans, je suis partie et puis je me suis installée au Caire sans connaître ni rien ni personne d'ailleurs. Et aujourd'hui, au bout de la 2e année, je travaille là-bas comme enseignante. J'y élève mes enfants avec lesquels on a créé une troupe de théâtre qui s'est produite 2 fois. Une fois l'an dernier pour une pièce québécoise que nous avons jouée avec des petits-enfants expatriés français. Et puis cette année, dans une adaptation que j'ai écrite avec ma fille de La Guerre des boutons et qui s'est produite le 5 juin, là, juste avant de venir. C'est pour ça que je suis très fatiguée. Et je découvre au Caire quelque chose d'incroyable. C'est que d'abord, on peut vivre sans être une cible
ce que je ne connaissais pas, et puis qu'on peut être quelqu'un qui n'est pas invisible. Donc l'invisibilité dont Ralph Ellison m'avait parlé, c'est quand même une situation, un vécu qui est conforme à des sociétés interculturelles qui pratiquent beaucoup l'exclusion. Mais j'ai bon espoir, parce que je voudrais finir sur une note positive. Mais j'ai bon espoir. Quel espoir? Non pas de penser que ça va changer rapidement, je n'y crois pas du tout, mais que les choses sur cette terre ont un sens et que tout ce qui s'y passe construit forcément, à un moment donné, un renversement, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui, et que ce renversement, remettant chaque chose à sa place légitime, nous permettra certainement les uns et les autres d'apprécier, en termes positifs, une vraie société interculturelle.